Donc bonjour, résumé du cours sur réaction limitée, constante d'équilibre. Alors ça va être un petit peu plus long que d'habitude pour le résumé parce que je vais parler des conversions un peu compliquées et j'en ai jamais parlé en cours. Alors d'abord, on définit, donc il existe deux types de réactions, réaction totale, réaction limitée. Réaction totale, le réactif en défaut est entièrement consommé à la fin de la réaction. Réaction limitée, ce n'est pas le cas. Comment on écrit une réaction totale? Réaction totale, on écrit avec une seule flèche. Réaction limitée avec deux flèches. Alors pourquoi on fait ça? Parce que dans la solution, la réaction se fait effectivement dans les deux sens. Elle se fait dans les deux sens, avec plus ou moins d'efficacité. Euh, alors, les sens, comment on appelle les différents sens? Quand la réaction, quand elle se fait dans ce sens-là, quand les molécules réagissent et qu'elles se font dans ce sens-là, on appelle ça le sens direct, et dans ce sens-là, le sens indirect. Alors la réaction, simultanément dans les deux sens, mais si la réaction dans le sens direct se fait mieux, au bout du compte, à la fin de la réaction, il y aura davantage de C et de D qu'au début. Si la réaction dans le sens indirect se fait mieux que dans le sens direct, eh bien à la fin de la réaction, il y aura plus de A et B qu'au début. Voilà. Bon, alors comment on étudie comment on étudie maintenant les réactions? Alors, d'abord, première chose, si on ne sait pas si la réaction est limitée ou totale, eh bien, on pense qu'elle est limitée. C'est ce que j'ai écrit ici. On fait l'hypothèse qu'elle est limitée. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, la question, c'est est-ce que cette réaction est totale ou limitée? Eh bien, dans ce cas-là, il faut calculer deux grandeurs, xf et xmax. Xmax, c'est l'avancement que vous connaissez, c'est-à-dire l'avancement maximal qu'on calculait théoriquement, puisqu'on ne faisait pas d'expérience pour le calculer. XF ou XEC, c'est l'avancement maximal, mais expérimental. Donc pour le trouver, on aura une grandeur expérimentale. Et il faudra lier la grandeur expérimentale à XF. Alors voilà le critère pour savoir si on a une réaction limitée ou totale. Si XF est inférieur à Xmax, réaction limitée. S'il y a égalité, réaction totale. Alors on peut demander aussi une autre grandeur, ce qu'ils appellent le taux d'avancement de la réaction en pourcent. Le taux d'avancement, c'est ce rapport-là. Donc si le taux est égal à 1, il ne peut pas être supérieur à 1, si le taux est égal à 1 ou 100% inférieur, la réaction limitée, et s'il est égal à 1 ou 100%, la réaction est totale. Dans ce cas-là, on a XF égale Xmax, et XF est le plus grand possible. Alors j'ai pris trois exemples parce que c'est pas si simple que ça en fait, le plan d'étude pour trouver XF, Xmax à chaque fois. Alors l'exemple 1, alors j'ai pris, on met ce solide qu'on mélange avec de l'eau, il y a une réaction entre l'eau et le solide, ça donne ceci. Donc l'eau dissout partiellement le solide. Donc voilà la réaction étudiée. La donnée expérimentale, c'est la concentration en ion sulfate finale, d'accord, à la fin de la réaction. C'est ça la réaction. Bon, alors, le plan, il faut toujours chercher XF. On fait un tableau d'avancement. Une fois qu'on a trouvé XF, on cherche Xmax en faisant un mini tableau d'avancement. Alors, on cherche XF, tableau d'avancement. Donc en fait, il faut écrire XF à la place de Xmax. Et donc là, on met qu'une seule ligne, puisque la deuxième ligne, on ne la connaît pas, puisque là, le réactif en défaut n'est pas entièrement consommé. Donc ici, il y a concrètement, ça sera jamais égal à 0 ici. Bon, et alors ensuite, une fois qu'on a le tableau d'avancement, eh bien, on cherche à relier, donc on a XF, et on cherche à relier XF avec la donnée expérimentale. La donnée expérimentale, c'est SO4 donc c'est ici. XF est là. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que d'après le tableau d'avancement, XF, c'est la quantité d'ion sulfate formé, c'est la quantité. Donc on écrit, d'après le tableau d'avancement, XF, c'est la quantité d'ion sulfate formé à la fin de la réaction. J'ai bien souligné en rouge ici. Et ensuite, on fait l'application numérique, puisqu'on l'a. Oui. Donc la quantité, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration fois le volume, la concentration à l'état final que l'on a, et donc on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Voilà, alors pour trouver Xmax, alors on écrit Xmax égale point d'interrogation, et on écrit juste la dernière ligne du tableau d'avancement, mais avec Xmax, Xmax et Xmax. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, la réaction est totale, donc il y a le réactif en défaut est entièrement consommé, il n'y a qu'un seul réactif.
Donc, entièrement, on met 0. Donc, forcément, x max égale n0. Voilà. Alors, exemple 2. Alors, on mélange deux solutions, de l'acide chlorhydrique, une solution de soude. Voilà, on mélange, la réaction est là, et le pH est donné ici. C'est la donnée expérimentale. Même plan. On cherche apport XF. On écrit, voilà, même sans réfléchir, on écrit le tableau d'avancement avec XF. Voilà. Alors ensuite, on réfléchit, on se dit, il faut relier XF aux données expérimentales. La donnée expérimentale, c'est le pH. Donc concrètement, dans le tableau d'avancement, ça va être la relation avec H3O+. Donc il faut relier XF à la quantité d'H3O+. Et bien, ce qu'il faut dire, c'est que cette quantité-là, c'est la quantité d'ion H3O+ formée à l'état final. Donc, d'après le tableau d'avancement, NH3O+ final est égal à ça. On isole XF. Donc XF, hein, donc on isole, donc ça fait ça moins ça, ce que j'ai écrit. La quantité, c'est la concentration fois le volume. Une fois qu'on a la concentration, eh bien on peut avoir le pH. Hein. La concentration H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Alors on a le volume total, on fait l'application numérique. X max, on écrit la dernière ligne du tableau d'avancement. Voilà, avec X max. Et on cherche X max. Bon, bah, X max, voilà, c'est égal à 2,010-4. Dernier exemple. On mélange des molécules d'ammoniac avec de l'eau. Il se forme une réaction qu'on a ici. On vous donne la concentration apportée d'ammoniac. On vous donne les conductivités molaires ioniques. La donnée expérimentale, c'est la conductivité de la solution. On a 1 litre de solution. Très bien. Bon, on cherche XF, tableau d'avancement, tableau d'avancement. Alors maintenant, on se dit, il faut relier XF à la donnée expérimentale sigma. Bon, bah, il faut écrire l'expression de sigma. Qu'est-ce qu'on a comme ion dans la solution? On a des ions H au moins et Na+, c'est tout. Hein, les NH3, c'est une molécule. Donc NH3 n'apparaît pas dans cette relation. Il n'y a que les ions, d'accord? Hein, NH3 ne conduit pas le courant. Voilà. Et il faut bien mettre donc la conductivité qui est donnée, c'est à l'état final, donc on met bien petit f, final. Bon, alors maintenant, il faut relier ces concentrations à XF. Bon, bah, on regarde le tableau d'avancement, on voit que XF, c'est la quantité d'ion H au moins formé, et XF, c'est la quantité d'ion NH4+, formé. D'accord? Voilà, donc ce que je dis entre parenthèses, c'est pas la peine d'écrire, hein, mais ça on écrit, ça on écrit. Donc on écrit d'après le tableau d'avancement, la quantité de H au moins formée, c'est XF, la quantité de NH4+ formée, c'est XF, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, on réécrit l'expression de sigma, mais au lieu d'écrire les concentrations comme ça, on écrit quantité sur volume. Et la quantité, on vient de dire que c'était XF. Hein. Donc XF sur V, XF sur V. Donc on peut mettre XF sur V en facteur, et on isole XF, on calcule XF. Donc je reviendrai après sur le calcul de XF parce qu'il n'est pas facile. XM, on écrit la dernière ligne du tableau d'avancement avec Xmax et on le calcule d'une façon classique. Hein. Donc c'est N0 et N0 c'est la concentration apportée fois le volume, hein, puisque N0 c'est la quantité introduite. Alors maintenant, ça pose un problème. Donc là, il y a un piège, il faut faire très attention qu'on calcule ça. Alors, mais pour ça, il faut que je fasse, alors ça, je ne l'ai jamais fait, je le fais maintenant, que je parle des conversions d'unités. Alors voilà, je prends un exemple comme ça. Donc on a une grandeur qui s'appelle epsilon, et il faut la convertir, il faut passer des grammes par centimètre carré en kilogrammes par mètre carré. Alors comment on fait? Alors, d'une façon générale, ce qu'on convertit, c'est ce qu'on travaille, entre guillemets, ce qu'on change, c'est les unités. Le nombre ici, on le recopie toujours. Donc j'écris epsilon égale 38, et je ne vais pas écrire ça comme ça, je vais écrire ça comme ça. Grammes divisé par centimètre carré, hein, c'est mieux. Alors ensuite, je regarde ce que je veux. Alors, donc là, je convertis, hein, je mets 38, je recopie, on recopie toujours le nombre. Alors je regarde ce que je veux. Je veux passer des grammes au kilogramme. Donc ici, j'ai 1 gramme. 1 gramme, c'est 1 millième de gramme. Donc c'est 10 puissance moins 3 kilogrammes. Voilà pour le numérateur. Et comme ça, j'ai mon kilogramme. Je veux passer des centimètres carrés au mètre carré. Alors attention, quand il y a le carré, là, c'est pas écrit, mais en fait, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Il faut faire attention. Hein. D'accord ? Donc ici, il faut que je supprime le petit c, hein, le centi, hein, et pour avoir que des mètres. Donc centi, c'est 10 moins 2. Donc ça fait 10 moins 2 mètres
le tout au carré, d'accord? Alors les parenthèses, elles sont pas écrites, mais bon, voilà, c'est comme si elles y étaient. Hein. Donc du coup, maintenant, je recopie mon nombre, hein, comme je vous ai dit, je recopie la puissance de 10, je recopie kilogramme, et je fais ce petit calcul-là. Alors le carré, il s'élève à la puissance, quoi, on le distribue à la puissance et à l'unité. Hein. Donc ça fait 10 puissance moins 4 mètres carrés. Donc ça y est, j'ai bien trouvé des kilogrammes par mètre carré. Donc maintenant, je mets un petit peu d'ordre dans mes puissances de 10 et c'est fini. Donc 38. Donc ça, je le monte en haut. Donc ça fait 10 puissance 1. Hein, quoi, fois 10. Quoi, hein. 10 puissance 1 kilogrammes par mètre carré. Voilà, donc j'ai bien fait ma conversion. Alors pourquoi, je reviens à l'exercice d'avant, pourquoi c'est pas facile là? Parce qu'il y a sigma, et sigma on peut vous donner en unité un petit peu bizarre, mais quoique peut-être pas hein, avec le nouveau programme. Bon, en tous les cas, bon, voilà, avant on pouvait donner sigma, voilà. Et il faut le convertir en siemens par mètre. Bon, bah on y va. Donc sigma égale, je recopie. Alors, il me faut, alors milli, ah oui, alors donc je vais faire ça tranquillement, millisiemens par centimètre, je recopie. Alors tout ce qu'on fait ici, c'est pas la peine. Tout ce qui a été fait ici, c'est pas la peine de le mettre sur la copie. Hein. Sur la copie, on met que ça. Hein. On passe de là à là, direct. Hein. Donc ça fait 10 moins 3, milli 10 moins 3, siemens. Centimètres, je veux des mètres, 10 moins 2, 10 moins 2 mètres. Donc ce qui fait 0,14, eh bien ça fait 10 moins 1. 10 moins 1, siemens, mètre moins 1. Voilà, on peut écrire 0,0114 siemens, mètre moins 1. Bon, alors une remarque importante, alors voilà pour les conversions. Hein. Alors maintenant, une remarque importante concernant les calculs avec la conductivité. Donc on a l'expression de la conductivité, hein, c'est le produit de lambda par les concentrations. Donc quelle est l'unité? Je cherche l'unité de la concentration. Hein. Je vais faire une analyse dimensionnelle. Hein. Donc je fais sigma divisé par lambda i. Sigma, on vous le donne, c'est ça, sigma. Pardon, les lambda, on vous les donne, les sigma, on vous les donne, hein, mettons, voilà, on vous les donne. Ça sera bon. Dans les unités du système international, quoi, c'est bon, c'est les unités classiques, c'est comme ça, on va dire. Donc, sigma, je mets l'unité, lambda i, je mets l'unité, donc je regarde quelle est l'unité, donc les siemens s'en vont, ça, les mètres cubes, je les passe en haut, ça fait des mètres moins 3, et les moles, je les passe en haut, ça fait les moles moins 1, je les passe en haut, ça fait des moles. Donc ça fait des moles par mètre cube. D'accord? Donc, la concentration, dans cette formule-là, est en moles par mètre cube. Alors c'est bizarre, d'habitude c'est toujours des moles par litre, mais pas là, pas dans cette formule-là. Donc là, c'est des moles par des mètres cubes. Hein. Donc il faut faire attention quand vous utilisez cette formule-là, ça, on ne vous le dira pas. C'est à vous de le savoir. Donc du coup, dans un exercice, si on trouve 0,42 mol par mètre cube, il va falloir le convertir. Par exemple, on cherche une quantité après, il va falloir écrire que la quantité, c'est la concentration fois le volume. Donc il va falloir ici avoir des moles par litre. Donc pour avoir des moles par litre, eh bien, on fait ce que j'ai dit, hein, 0,42 de ça, on recopie, on écrit mol et on écrit mètre cube, hein, comme j'ai dit comme ça. Voilà, donc ça on le fait au brouillon, hein, c'est pas la peine de le faire sur la copie. Alors ensuite, je réécris 0,42, voilà, mol. Alors ici j'ai 1 mètre cube. Alors vous devez savoir que 1 mètre cube c'est 1000 litres, ça c'est à savoir. Hein. Bon, je l'écris ici, hein, 1 mètre cube égale 10 puissance 3 litres. Voilà, ça c'est à savoir. Hein. 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc je mets 10 puissance 3 litres, voilà, ça y est, j'ai mes moles par litre là. Donc ce qui fait 0,42, 10 puissance moins 3 moles par litre. Voilà, et comme ça je peux faire mes calculs ensuite si je veux calculer une quantité, etc. etc. Je les ai en moles par litre. Alors il reste, voilà, je reprends le cours maintenant. Alors constante, la notion de quoi, la grandeur constante d'équilibre. Alors cette grandeur, elle permet d'étudier les réactions limitées, mais sans utiliser ce qu'on a fait jusqu'à présent, des mesures expérimentales. Donc ça, on verra par la suite, hein, dans d'autres cours. Hein. Alors, on a une réaction limitée qui est comme ceci, et chaque réaction limitée est régie par une constante
qui s'écrit de la façon suivante. Alors on la note KEC, donc on multiplie la concentration des produits et on élève chaque concentration par le coefficient stoichiométrique comme puissance, le coefficient stoichiométrique. Donc là c'est puissance 3, ici c'est puissance 1, bah, je ne l'ai pas mis. Ça, c'est pour le numérateur. Pour le dénominateur, on fait pareil avec les réactifs. Hein. Donc, produit des concentrations des réactifs affectées de la puissance correspondant à leur coefficient stoichiométrique. Hein. Donc, A puissance 1, B puissance 2. Et ces concentrations sont à l'état final, hein, final ou à l'équilibre, on met. Hein. Voilà. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que cette valeur est constante. Elle est constante, et j'ai bien mis, quelles que soient les quantités introduites, hein, quelles que soient les conditions initiales, à la fin, on aura toujours la même valeur, hein, quelles que soient les conditions initiales. Hein. Si je mets 2 cuillères de ça, 3 cuillères de ça, ou 2 louches de ça, et une mini-cuillère de ça, j'aurai le même rapport. Attention, les concentrations sont différentes. Hein. Les concentrations de A vont varier d'une expérience à l'autre. Mais je parle de ce calcul. Voilà. Alors, il y a donc pour l'écriture de la constante d'équilibre, il y a des exceptions. Si on a affaire, s'il y a des solides ici, ou si on a affaire à de l'eau, le solvant, par exemple ici, s'il y a H2O, eh bien, il faut mettre x1. D'accord ? Voilà, que ça soit concret. Voilà, je fais cet exemple-là. Par exemple, si on écrit la constante d'équilibre de cette réaction-là, on voit qu'on a un solide ici et un solide ici, donc on ne les met pas. Donc Kx, ça va faire la concentration de ça fois 1, divisé par, oui, alors simplement j'ai oublié un petit E là, hop, on le rajoute, voilà, ça change rien, mais bon, divisé par ça fois 1, puisque c'est un solide, fois ça à la puissance 2. J'ai oublié de mettre un 2 ici. Voilà, je l'ai mis ici, mais je ne l'ai pas mis là. Voilà, alors, donc du coup, alors, c'est pas la peine de mettre x1, on peut écrire directement concentration en Cu de plus divisé par concentration en Ag plus au carré. Ça, c'est pas, j'ai une autre parenthèse, on peut directement écrire ça. Exemple 2, ici c'est le solvant, donc je mets un 1 et divisé par le produit des concentrations des réactifs. Hein, là, il n'y a pas de puissance puisque le coefficient stoichiométrique est égal à 1. Alors, une autre grandeur qu'on va utiliser juste après, donc je définis ma grandeur et je donnerai l'intérêt après, c'est le quotient de réaction. Alors, ça ressemble beaucoup à la constante de réaction. Donc, j'ai cette réaction. Hein. Eh bien, le quotient de réaction, eh bien, c'est exactement comme ce que j'ai écrit ici, si vous voulez. Hein, c'est la même réaction. Voilà. Sauf que la différence, là, donc pour la constante d'équilibre, c'est à l'équilibre. Hein, les concentrations à l'état final. Tandis que pour le quotient de réaction, c'est n'importe comment, n'importe quand, ça peut être à l'état initial, au tout début de la réaction, plutôt vers la fin, ou vers la fin. Hein. Donc ici, j'ai pas mis de... Voilà, c'est quand on veut. Hein. Donc ça varie. Hein. Le quotient de réaction, il varie. Tandis que ça, c'est une constante. Hein, ça ne varie pas. Donc, expression valable, alors c'est ce que j'ai écrit ici, hein, expression valable au début, au milieu, ou à la fin de la réaction. Par exemple, si je veux calculer le quotient de réaction initial, eh bien, j'écris l'expression et je mets les concentrations initiales. Si je veux calculer le quotient de réaction final, eh bien, je mets les concentrations et je mets petit f. Mais dans ce cas-là, il va de soi que c'est égal à Kec, dans ce cas-là, hein, puisqu'on a c'est à l'équilibre ici. Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin d'une réaction, alors, QR, ce quotient de réaction, sera forcément égal à Kec, hein, puisque c'est une définition qu'on vient de donner. À la fin d'une réaction, le quotient de réaction est forcément toujours égal à Kec. Et bien, c'est justement ça qu'on va utiliser pour commencer à étudier les réactions limitées. Alors voilà ce qu'on fait. Hein. On imagine qu'on a 4 espèces et on les mélange à de l'eau. Et ces 4 espèces réagissent selon l'équation suivante. Et une fois que la réaction est finie, on obtient une solution. Voilà, une solution obtenue après la réaction. La constante d'équilibre est donnée. Donc ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé. Hein. Si y a A et B a plutôt été consommé et donc il s'est formé du C et du D, est-ce que c'est C et D qui ont été consommés et il se forme plutôt du A et du B? Voilà, on veut savoir. Donc il y a 3 cas possibles. On calcule le quotient de réaction initial. Voilà, on va trouver une valeur. On va comparer cette valeur au quotient de à la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction initial est inférieur, eh bien, ça veut forcément dire que QR va augmenter au cours de la réaction jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit égal. Mais s'il augmente, dans le quotient de réaction, ici au numérateur, on a les concentrations des produits.
Donc du coup, les concentrations des produits augmentent, hein, puisque QR augmente. Et au dénominateur, on a les concentrations des réactifs. Donc ça veut dire que les réactifs diminuent. Donc si les produits augmentent et les réactifs diminuent, donc si ça augmente et ça diminue, ça veut dire que la réaction se déplace de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens direct. Dans l'autre cas, on calcule QR initial. On trouve qu'il est supérieur à KEC. Donc ça veut dire qu'au cours de la réaction, QR va diminuer jusqu'à ce qu'il soit égal à KEC à la fin de la réaction. Donc ça veut dire que le numérateur diminue. Donc ça veut dire que les concentrations en produits diminuent. Ça veut dire que les concentrations en réactifs augmentent. Donc ça veut dire que j'ai de plus en plus de ça et de moins en moins de ça. Donc ça veut dire que la réaction va dans ce sens-là. Évolution dans le sens direct. Alors j'ai souligné en rouge qu'il faut écrire. Hein. Il faut écrire ça et ça. Ça, c'est pas la peine de l'écrire. Hein. Voilà, je vais mettre parenthèse. Hein. Ça, c'est pour prendre, mais c'est pas la peine de l'écrire sur la copie. Hein, on écrit ça et ça. Et enfin, si QRI égale KEC, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Voilà. Alors, petite remarque qui peut être utile, d'une façon générale, si on a une constante d'équilibre qui est supérieure à 10 000, on peut considérer la réaction comme totale, ce qui est logique, puisque ça veut dire que ici on a un rapport qui est égal à 10 000, donc ça veut dire que le dénominateur est très grand par rapport, le numérateur est très grand par rapport au dénominateur. On va dire qu'on a un dénominateur qui tend plutôt vers 0, et si on a un dénominateur qui tend vers 0, ben ça veut dire que les réactifs sont consommés. Donc voilà, ça peut être utile. Voilà, là, le résumé est fini.